Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur le Moyen-Âge. La semaine dernière, souviens-toi, nous avions vu comment la société médiévale était organisée. Souviens-toi de la pyramide que je t'avais montrée dans la vidéo qui illustrait la société au Moyen-Âge. Est-ce que tu te souviens quels étaient les trois ordres, c'est-à-dire les trois catégories de personnes qui la constituaient et comment est-ce qu'ils étaient dépendants les uns des autres? Ça veut dire comment est-ce qu'ils agissaient les uns pour les autres dans la société. Je te laisse mettre la vidéo en pause pour y réfléchir quelques instants. Donc, la société médiévale était organisée en trois ordres. Premièrement, ceux qui travaillaient pour le clergé et pour la noblesse, c'est-à-dire les paysans, les artisans, les commerçants qu'on appelait le tiers-état. En deuxième, il y avait la noblesse, justement, avec les nobles, les seigneurs, et ceux qui combattaient, c'est-à-dire les chevaliers, qui, donc, toutes ces personnes protégeaient les travailleurs, mais aussi le clergé. Et enfin, justement, cette troisième catégorie, le clergé, qui étaient ceux qui priaient pour protéger par leurs prières les autres, c'est-à-dire la noblesse et le tiers-état. Et puis tout en haut de la pyramide, bien évidemment, on retrouvait le roi qui avait le plus de pouvoir. Alors saurais-tu reconnaître ces trois ordres en images? Je te laisse faire au crayon ce petit exercice qui s'affiche où il te faut relier chaque image au bon ordre. Mets la vidéo en pause, le temps de prendre ta feuille et de faire l'exercice. Si jamais tu n'as pas pu l'imprimer, essaye de le faire dans ta tête. Alors, je te laisse maintenant regarder la correction. Voyons voir si tu as bien retrouvé la bonne image pour le bon ordre. Alors, maintenant que nous avons un petit peu rappelé toutes ces choses, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une partie en particulier de cette population moyenâgeuse, c'est-à-dire les seigneurs. Alors, à ton avis, quel était leur rôle ? Que faisaient-ils dans cette société et comment vivaient-ils? Je te laisse mettre la vidéo en pause pour y réfléchir quelques instants. Alors maintenant que tu as émis tes propres hypothèses, tes propres idées, je te laisse lire les documents qui s'affichent. Mets la vidéo en pause le temps de faire ce travail et ensuite je te poserai quelques questions. Alors sois bien attentif à ce que tu lis. Prends ton temps pour bien comprendre. Alors, voyons voir si tu as bien compris les documents. Tu peux mettre la vidéo en pause après chacune de mes questions pour y répondre comme si j'étais à côté de toi. Première question, qu'est-ce qu'un seigneur? Le seigneur, c'est une personne puissante au service du roi. Les seigneurs protègent les paysans qui vivent dans leur seigneurie. Une seigneurie, c'est comme une petite ville où l'on trouve le château fort et autour les petites habitations des travailleurs sous la protection de leur seigneur. On y trouve également les terres qui vont être cultivées par les paysans. Une partie de ces terres va être directement pour le seigneur, c'est ce qu'on appelle la réserve, et l'autre partie pourrait être consommée par les travailleurs, ce sont les tenures. Deuxième question, où habitent exactement les seigneurs? Les seigneurs habitent dans le château fort de leur seigneurie. Troisième question, à qui appartient le pouvoir et les terres au Moyen-Âge? Le pouvoir et les terres appartiennent aux seigneurs. Évidemment, sous la protection du roi. Alors, qu'est-ce qu'un fief? Un fief, c'est une terre qui est donnée à un vassal. Un vassal, c'est un seigneur qui a juré fidélité à un autre seigneur plus puissant qu'on va appeler un suzerain. Donc en échange de sa fidélité, ce vassal va recevoir un fief, donc un bout de terre. Alors, histoire d'en apprendre encore un peu plus sur les seigneurs et sur la vie en général au Moyen-Âge, je te laisse maintenant visionner une petite vidéo.
Bon visionnage et à tout à l'heure. Au IXe siècle, les invasions des Vikings, appelés aussi Normands, affaiblissent considérablement le pouvoir des rois carolingiens. Le roi n'a plus le pouvoir de protéger les seigneurs. Ceux-ci font se construire des châteaux forts et se lier à d'autres seigneurs. Par la cérémonie de l'hommage, un seigneur devient le vassal d'un grand seigneur qui devient alors son suzerain. Le vassal doit au suzerain le conseil, l'aide militaire lorsque le seigneur est attaqué pour garder le château lorsque le seigneur en attaque un autre, l'aide financière quand le seigneur marie sa fille, fait son fils chevalier, doit une rançon ou part en croisade. Le suzerain doit à son vassal la protection. Mais si le vassal ne respecte pas ses engagements, il devient un félon et le suzerain peut lui confisquer son fief. La féodalité est caractérisée par ce lien vassalique d'obligation réciproque. Elle inscrit donc les seigneurs dans une relation de dépendance entre eux. Le roi reste le suzerain de tous, mais les grands seigneurs deviennent très puissants. Le seigneur habite la tour centrale, le donjon, qui est le dernier refuge en cas d'attaque. Celui-ci est conçu pour être défendable même si tout le reste du château est déjà pris. Entourés de murs de plusieurs mètres d'épaisseur, les donjons sont conçus selon des plans d'une grande complexité, pour dérouter et piéger les attaquants. En dehors de son rôle spécifiquement militaire lors d'un siège, on y installe en général les réserves stratégiques de nourriture et d'armes, ainsi que les trésors et les archives de la famille. À l'étage noble, on trouve les trois éléments constitutifs de l'habitat seigneurial. La caméra est la partie privative de la demeure seigneuriale, en d'autres termes, la chambre. La capella, le lieu de culte privé du seigneur, a à la fois une fonction ostentatoire et de sacralisation du pouvoir seigneurial. La hola est la pièce commune, la grande salle où se déroulent les principaux événements de la vie publique d'un seigneur. C'est là que se déroulent les festins. On consomme les productions du domaine. Céréales, légumes, laitages, volailles, poissons et fruits, auxquels s'ajoutent le vin et le gibier rapporté de la chasse. Le château n'achète que les épices. Les aliments sont hiérarchisés selon leur plus ou moins grande proximité avec le ciel. Tout en haut de cette échelle de valeur figurent les oiseaux, qui se meuvent dans l'air, le plus élevé des 4 éléments. Tout en bas, on trouve les plantes qui viennent de la terre. Encore faut-il bien distinguer entre les feuilles poussant sur une tige, telles choux ou pois, et celles qui partent de la racine, épinards, salades. Les racines elles-mêmes, comme les carottes et les raves, viennent seulement ensuite car elles poussent sous la terre. Cette hiérarchie se vérifie dans les comptes alimentaires et est justifiée par les médecins. Les élites consomment ainsi beaucoup de volailles et aussi des fruits qui poussent sur les arbres en hauteur et conviennent donc parfaitement aux classes élevées de la société. En revanche, elles s'abstiennent à peu près complètement de légumes laissés aux paysans. Dans la société médiévale, l'aspect vestimentaire traduit l'ordre social et ses hiérarchies. Chaque personne doit revêtir les habits correspondant à son rang et à sa fonction sociale. Toute transgression est perçue comme une atteinte à l'ordre public. Dans un souci de stabilité sociale, des ordonnances royales normalisent même certains aspects du vêtement. Ainsi, pour les hommes, la longueur des poulaines est proportionnelle au rang et à la fortune. De même, les ceintures précieuses ou des tissus de prix réservés aux femmes de la noblesse ne peuvent être achetés par les bourgeoises. Voilà, j'espère que tu as pu comprendre plusieurs choses, plein de choses à travers cette petite vidéo. Alors, pour résumer notre séance du jour sur les seigneurs, maintenant, je te laisse observer cette carte mentale. Alors, on y observe que les seigneurs vivaient dans des châteaux, qu'ils passaient leur temps à chasser, organiser des tournois, faire des exercices militaires ou faire des guerres lorsqu'ils étaient chevaliers. On y observe aussi que les grands seigneurs devenaient les suzerains d'autres seigneurs qu'on appelait les vassaux, qui leur juraient fidélité en échange d'un fief. On observe également que le rôle des seigneurs était de protéger les paysans, de rendre la justice, mais aussi de collecter tous les impôts. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'un impôt ? Je te laisse aller chercher la définition dans un dictionnaire ou bien y réfléchir par toi-même. Un impôt, c'est une somme que les habitants du Moyen-Âge devaient payer à leur seigneur en échange de leur protection.
Aujourd'hui, les impôts existent encore, mais c'est évidemment sous une forme un petit peu différente. Je te laisse éventuellement demander à papa et à maman. Et bien voilà, notre séance du jour est terminée. Il ne te reste plus qu'à copier cette leçon sur une feuille et à l'apprendre. Tu rangeras ensuite ta leçon dans la pochette le temps de ta pochette jaune. Je te laisse mettre la vidéo en pause, le temps de copier ta leçon. J'espère que tu as bien compris quel était le rôle et la vie des seigneurs au Moyen-Âge. N'hésite pas à regarder de nouveau cette vidéo ou encore à me poser des questions directement si tu as besoin. À bientôt pour la suite de nos découvertes.